Ils sont deux enfants de la République avec deux points de vue complètement et diamétralement opposés. Ils m'ont fait l'honneur de venir sur ce plateau aujourd'hui où ils vont présenter leur version croisée lors de cet échange. Parce que le débat, c'est aussi la vitalité de la démocratie. La démocratie qui est le pouvoir du peuple. Et le peuple doit se parler pour que de ces chocs-là jaillisse la lumière. De quoi il sera question aujourd'hui? On va parler de la Constitution. Parce que les débats s'imposent, faut-il la changer, la modifier? Déjà, pédagogiquement, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est les changements, qu'est-ce que c'est la modification. Mais surtout, la question qui se pose, c'est la nécessité et comment parvenir à ces changements de la Constitution. Et deuxièmement, on va aborder la question sécuritaire sur le processus de la paix. Faut-il un dialogue imminent ou on doit d'abord observer une solution militaire? La paix, mais à quel prix? Alors, l'un est journaliste, l'autre est un acteur politique. Ils m'ont honoré, ils sont venus aujourd'hui pour débattre. C'est monsieur Joseph Edeba qui est à ma droite. Il est acteur politique, président du parti politique Force républicaine du Congo. Il sera en face de monsieur Didier Kaninda, qui est journaliste et communicant du pouvoir. Oui, il assume, à la fois journaliste et communicant du pouvoir. Monsieur Didier Kaninda, comment vous allez? Oui, ça va. Merci pour l'invitation, merci à mon co-débatteur et merci à la population qui nous suit avec beaucoup d'attention et beaucoup de rigueur. Effectivement. Surtout quand on parle nation, je pense que c'est une grande responsabilité où nous en sommes très conscients. Nous remercions cette population pour cette attention aussi particulière. L'homme de vraie version, comme on vous appelle désormais à la rue, l'homme de vraie version, parce que vous montrez la réalité de la population, vous allez toucher du doigt ce que nous vivons. J'espère qu'on n'aura que la vérité aujourd'hui. Déjà, moi j'apprécie le fait que vous assumez que vous êtes journaliste pro-pouvoir. Exactement. Ce concept-là, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau, c'est un choix. C'est un choix, c'est la ligne éditoriale choisie, une ligne éditoriale où vous dites que vous avez un engagement, une ligne éditoriale engagée. Nous sommes engagés à montrer aussi les bons côtés, pas seulement du pouvoir, mais de notre pays qui est un paradis terrestre, mais avec beaucoup de réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'en sais rien, mais plutôt laisser ça ne régule pas sur l'engagement des animateurs, mais sur ce qui frise. Il faut faire vraiment un bémol là-dessus, parce qu'à un moment donné, il faut dire la vérité. Il ne faut pas être là pour dire des faussetés. Et vous savez que bien en étant communicant du pouvoir, lorsque ça ne marche pas, comme dans la province du Bas-Ouélé, j'ai vu un gouverneur absent, un gouverneur qui ne travaille pas, qui préfère être à Kinshasa que dans sa province. Un gouverneur fêtard. Voilà, un gouverneur fêtard, les mots est bien dit. Et nous disons la vérité. Et de l'autre côté, quand il y a des gens qui travaillent, quand il y a des parlementaires qui font bien leur travail, nous ne cessons de les dire. J'ai vu de mes propres yeux, en cherchant la vérité sur les vacances parlementaires, j'ai vu par exemple Madame Grasnema qui était exactement avec sa base, qui ne s'est pas limité à être avec sa base. Il a quand même pris la place du gouvernement provincial ou en mettant des petits ponts, en jetant des petits ponts dans des petites rivières, en dotant même des kits scolaires aux écoles, en appréciant même donc elle a mis de ses moyens pour les biens de la population. Ça, nous encourageons. Merci. Vous voyez, donc je pense que c'est plus légitime et c'est plus normal. Merci beaucoup, M. Didier Kaninda. Bienvenue encore une fois. M. Joseph Edeba, je disais tantôt que vous êtes président de Force républicaine du Congo. Vous n'êtes pas un peu très jeune pour avoir un parti politique? Déjà, bonjour et bienvenue.
Merci, cher Elie Mondonga. Bonjour à mon co-débatteur avec qui nous allons échanger sur ce plateau. Tout à fait. J'espère que nous aurons un très bon débat, un très bon échange qui permettra à ce que le peuple qui nous suit puisse être éclairé sur les matières, n'est-ce pas, qui concernent la gouvernance de notre pays, de la nation en général. Mais cependant, répondant à votre question, on n'est pas jeune pour servir sa nation. Lumumba n'avait pas 50 ans. Le feu Étienne Tshisekedi n'avait pas aussi 50 ans pour servir la nation. Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et toutes ces personnes aujourd'hui. Joseph Kabila qui est devenu président de la République démocratique du Congo à 29 ans. C'est-à-dire que nous avons suffisamment de l'âge nécessaire, avec vigueur, pour servir la nation et, n'est-ce pas, permettre à ce qu'il y ait la redistribution équitable des gains que nous pouvons générer sur l'ensemble du territoire national, afin que ce peuple-là puisse subir cette mutation de la pauvreté au progrès. Et donc, en effet, il n'y a pas d'âge pour servir sa nation. Même un bébé de 6 ans peut servir la nation à sa manière. Il n'y a pas d'âge pour servir la nation, très bien. Mais il y a un débat, une question qui s'impose dans le débat public aujourd'hui, posée d'ailleurs par le pouvoir en place, qui est la question du changement de la Constitution. Tout le monde aujourd'hui, quand je dis tout le monde, je parle de l'Union sacrée, estime qu'il est temps de changer la Constitution absolument, parce que ces textes-là ne permettent pas le progrès. Les scientifiques s'y sont jetés, mais vous, du camp de l'opposition, vous n'êtes pas d'accord. D'abord, moi, la première question que je vais poser, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Quels sont les éléments qui vous permettent d'interdire la réflexion autour du changement d'un texte qui, du reste, revient à la souveraineté du peuple? S'il veut le changer, il peut le changer. Ça aurait été mieux que vous puissiez commencer par demander la question à ceux qui soutiennent le pouvoir, ceux qui exercent le pouvoir actuellement. Il aura la même question. Parce que la réalité, c'est que c'est eux qui, n'est-ce pas, plantent les décors. Oui. Ils nous amènent les débats du changement de la Constitution. Mais vous n'êtes pas d'accord. Avant que nous ne puissions pas être d'accord, ils doivent nous dire pourquoi ils amènent ces débats sur la table pour une deuxième fois. Vous allez vous souvenir que le chef de l'État lui-même autrefois avait lancé cette campagne de, n'est-ce pas, mobiliser le peuple pour dire cette Constitution, elle est une constitution des étrangers. Une constitution rédigée par les étrangers, à l'étranger et pour les étrangers, afin que la population puisse commencer par haïr les textes légaux qui, n'est-ce pas, ont légiféré, ont légitimé le président Tshisekedi comme président de la République. Et aujourd'hui, ils reviennent avec le même débat. Pourtant, le pays est en train de traverser difficultés, notamment sur le plan sécuritaire. J'aurais bien aimé que ceux qui sont au pouvoir commencent par nous dire pourquoi ils veulent changer la Constitution. Est-ce qu'il y a-t-il une corrélation entre le changement de la Constitution avec les progrès, pour que nous puissions savoir quel auteur déjà aborde cette question, pour savoir évidemment que voilà, si aujourd'hui les pays arrivent à changer la Constitution, nous allons évidemment matérialiser les progrès, les développements, la sécurité et tous ces éléments. Donc j'aurai le grand plaisir que vous puissiez faire cet exercice, poser la question à mon co-débatteur, de manière à ce que nous puissions avoir un débat qui éclaircit l'opinion par rapport à la réalité de gouvernance aujourd'hui. Alors, M. Didier Canida, vous répondez à la même question, mais inversée, comme M. Joseph fait les débats la pose. Quels sont les éléments aujourd'hui qui pose la nécessité du changement de la Constitution? Pourquoi faut-il changer la Constitution maintenant? Est-ce que la Constitution, cette Constitution est un frein au progrès, ou c'est juste l'Union sacrée qui n'arrive pas à implémenter le projet pour lequel elle a été élue 2 fois d'ailleurs? Alors, il est important de réfléchir sur des réformes profondes pour un pays ou pour une classe politique qui évolue. Vous avez dit une chose en entrée même de mon co-débatteur, où vous l'aviez traité des jeunes. Je pense que la jeunesse a toujours un changement. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes une jeunesse, mais nous réfléchissons, nous mettons les vins sur des vieilles outres, par exemple. Mais voilà. Je donne les premiers exemples. Allez-y. Cette constitution a été votée à 51%. Oui. Et qu'il y a 49% voilà. Congolais. Il y a d'abord 49% des Congolais qui ont dit non
à cette constitution. Sur les 49% des Congolais, il y a une grande formation politique, l'UDPS, qui a boycotté cette constitution. Parce qu'on pensait que c'est une constitution des belligérants. Au point de ne pas participer aux élections en 2006. Exactement, exactement. Et ça, c'est d'abord l'embryon de l'histoire de cette constitution. Et aujourd'hui, ceux qui ont favorisé cette constitution, ou ceux qui étaient parmi les constituants, on prend l'exemple du professeur Bouchab, il y a même chez Okitundu qui a dit qu'il était parmi les personnes qui ont co-rédigé la Constitution, qui dit que cette Constitution a pris l'avion avec des acteurs politiques rwandais qui révèlent en tout cas beaucoup de choses. Ça, c'est la première Donc, chose. le premier élément, c'est que l'UDPS n'a jamais été d'accord avec cette L'UDPS n'a jamais été d'accord de cette Constitution, parce que nous pensons qu'il y a plusieurs amendements, et notre père, le père de la démocratie, a dit qu'au bon moment, les Congolais aura opté pour sa belle constitution, sa propre constitution. Ça, c'est la première raison fondamentale. Rappelez-vous qu'il y a des apaisanteurs politiques. Deuxième cause, c'est que la souveraineté revient au peuple. C'est quelle manière de gérer la nation, une manière où vous empêchez la population de pouvoir réfléchir sur des réformes, sur l'avenir de son propre pays. Ça, c'est la deuxième raison. Les peuples qui restent souverains peuvent à tout moment mettre l'arrêt à la Constitution pour demander une nouvelle Constitution. Est-ce que vous savez que les peuples peuvent mettre même fin à un mandat? Est-ce que vous savez que les peuples peuvent même mettre fin? Parce que la souveraineté revient au peuple. Mais troisième cause. C'est pas le peuple qui a dit dans la rue, non, je ne sais où, mais que cette constitution est devenue problématique. Non, nous disons que moi, je suis d'accord. ces changements de la Constitution, nous allons soumettre ces changements à la population. C'est à la population de dire oui ou non, si nous le voulons ou pas. Troisième raison, Elie, vous savez que lorsque l'UDPS prend les bâtons de commandement de la République, il y avait un problème. Je ne parle même pas du programme 100 jours qui a créé des problèmes, mais les premiers problèmes, c'était nous avons un président de la République et un premier ministre qui boudent les présidents de la République. Rappelez-vous que pour que les présidents de la République nomment, il fallait que le Premier ministre donne son aval. L'épisode FCC. Exactement. Avec vous connaissez. Et la même constitution qui dit que si le président ne veut pas une coalition, il ira dans la cohabitation. Vous savez ce que ça veut dire? Voilà. Vous savez ce que ça veut dire une cohabitation? Ça veut dire que c'est les gouvernements qui gèrent la République. Les présidents restent observateurs. Les gouvernements qui viennent de l'opposition. Voilà. Vous voyez, les gouvernements qui viennent de l'opposition... C'est les choix du peuple. Hein? Exactement. Les choix du peuple, exactement. Voilà pourquoi nous devons demander à ces peuples-là, êtes-vous d'accord de cette constitution? Il y a plusieurs articles comme ça, et des articles aussi flous, où, par exemple, si nous allons à l'article 217, où on parle de la souveraineté, je veux même lire pour vous montrer qu'il y a des articles... qui fâche même. Quand vous demandez à la population, il ne se retrouve pas dans ça. L'article dit ceci, article 217. Oui, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Par exemple. Ça existe un peu partout. Attendez. La conditionnalité même d'une agglomération, je veux dire d'une unité, soit de la sous-région, soit de la région, soit à l'international, c'est justement l'abandon de sa souveraineté. Mais Elie, c'est ça les pièges. C'est ça les pièges avec notre pays, parce que les enjeux du Rwanda, les enjeux de la Centrafrique, les enjeux de l'Ouganda sont différents des enjeux de la RDC. Mais la souveraineté, c'est pas l'intégrité. Attendez, je vous explique. Vous prenez des articles, vous copiez, vous collez des articles, alors que les pays qui sont voisins, ce sont des pays en fait qui guettent nos richesses et qui veulent être là. Circuler dans la République, vous allez voir par exemple des Mbororo qui viennent sous les statuts des réfugiés climatiques.
Et arrivé en RDC, il pointe des armes, il terrorise la population congolaise. Ça, c'est de un. De deux, vous connaissez cette agression rwandaise. Elle a commencé en 1994 avec l'histoire où c'est les Nations Unies qui octroient le peuple rwandais de venir se réfugier en RDC. Avec le poisson turquoise. Exactement. Aujourd'hui, nous en payons les prix. Vous voyez, il y a des articles comme ça qui dérangent, qui fâchent. Qui nécessitent un changement. Exactement. Il y en a plein. Je vais vous citer d'autres articles. Par exemple, le choix des gouverneurs. Vous savez que les gouverneurs, ils ont beaucoup de pouvoir, surtout en province. Surtout en province. Mais ces gouverneurs-là n'ont des comptes à rendre pas au chef de l'État. Oui, parce qu'ils sont élus indirectement par les... Ils sont élus par des députés provinciaux, effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un gouverneur qui maîtrise bien la majorité dans l'Assemblée provinciale. Il s'occupe bien de ses électeurs et il se limite là. Il n'a des comptes à rendre à personne, à la population. Je vous ai donné un cas à l'introduction ici, les cas d'un gouverneur du Bas-Ouélé qui, lui, a quelques députés dans sa poche. Et cela les suffit. Donc, il peut faire tout ce qu'il veut. Dans l'autre temps, c'est au président de la République de rendre des comptes. Troisièmement, je veux citer un élément important. Avant que vous citiez cet élément important, je vais quand même vous relancer pour qu'on fasse une petite réflexion sur la question de gouverneur. Mais j'aimerais pas vous perdre mon fil. Allez-y, je reviendrai avec la question. Est-ce que vous savez que dans notre système de gestion, les premiers ministres a beaucoup de pouvoir que les présidents de la République dans la gestion de la République. C'est le Premier ministre qui définit les modes de gestion, de la politique de gestion du gouvernement. C'est le Premier ministre qui gère, alors que la population se retrouve au président de la République. Vous comprenez un peu? Et les présidents de la République et les chefs de l'exécutif. Attendez, mais c'est le Premier ministre qui définit la gestion du pays. Le Premier ministre qu'il nomme, lui. Voilà, le Premier ministre qui est le président de la République nomme, mais que ces présidents-là, que ces Premiers ministres doivent trouver au sein de la majorité parlementaire, ainsi de suite. Et vous savez, cher Élie, que pour que les présidents trouvent un Premier ministre, combien de temps nous avons et que nous perdons pour que les présidents puissent trouver un Premier ministre? Il faut un informateur. Toutes ces choses, la continuité de l'État, qu'est-ce que vous en faites? Toutes ces choses, nous pensons que c'est une constitution qui n'est pas adaptée à nos réalités. Pourquoi pas? Parce que nous avons une mandature de 5 années pour chuter Élie. Vas-y, allez-y. Pourquoi limitez-vous les mandats du président de la République à 5 ans renouvelables une fois, pendant qu'un député peut avoir 2, 3, 4, 5 mandats? Pourquoi vous pensez que c'est seul le président de la République qui ne peut que postuler une fois et les mandats être renouvelés une fois? Pendant que nous savons que les souverains et la population, cette population qui peut encore demander, nous avons l'exemple ici de Félix-Antoine Tshisekedi, qui a son 2e mandat aujourd'hui, mais la population veut encore de lui. Demandez à la population. Même si on vous demandait, vous en tant que journaliste, vous allez dire qu'au regard des enjeux, au regard de l'agression... mais moi, je n'ai pas fait de sondage d'ailleurs. Je ne sais pas si la population veut qu'il reste. Si on vous demandait à vous, Élie qui me suit en ce moment, qui même dirige ce débat, vous allez dire que le président de la République est un républicain, un bon président, que la RDC a cherché. Heureusement que j'ai pas d'opinion. Et quand la population dit que nous avons encore besoin de Félix-Antoine Tshisekedi. Comment elle les dit, la population? Elle les dit où? Est-ce qu'il y a un référendum? Il y a des sondages? Comment vous mesurez la température de ces besoins populaires que le président de la République doit prendre un nouveau mandat? C'est la voix de la majorité, Élie. Demandez à ces peuples qui nous suivent. S'il vous plaît, Élie, demandez à ces peuples qui nous suivent. Vous allez comprendre que c'est la population qui a compris que quand la nation est gérée par un fils du pays, quelqu'un que nous connaissons, contrairement à Kabila, quelqu'un qui nous a été imposé, qu'on ne connaissait pas, et puis qui, ses propres frères, disaient qu'on ne connaît pas de lui, qu'il est le fils de notre père. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, c'est un débat qui a été clos par la justice. Quand la population dit que nous voulons encore de lui, de quel pouvoir vous avez à dire que non, c'est bon, ça suffit? Sur ce, nous pensons qu'il faudrait réfléchir sur
toutes ces réformes et proposer à cette population, si elle voudra, nous pensons que c'est plus légitime. Merci beaucoup, Monsieur Didier. Monsieur Joseph Edeba, vous avez entendu. Moi, j'ai retenu quasiment 4 raisons. D'abord, la première des raisons, c'est que l'UDPS a toujours été contre cette constitution depuis 2006. Et il est légitime et logique qu'une fois au pouvoir, elle entame la démarche de son changement. La deuxième question, c'est la souveraineté du peuple. Donc, le peuple est souverain quant au changement. Et puis, il y a des questions d'harmonie de gouvernance. C'est-à-dire que le président de la République, qui se trouve être élu au suffrage universel direct, mais qui n'a pas suffisamment de pouvoir en termes d'exécution de son programme, parce que quand même, c'est lui qui porte la confiance démocratique du peuple. Et puis, il y a la question fâcheuse des mandats. Une réaction de votre part? Je suis stupéfait d'entendre mon frère parler. Stupéfait parce que tous les éléments qu'il a abordés n'ont rien à voir avec la question de l'opportunité du changement de la Constitution ou même de sa révision. Parce que déjà, il faut commencer par basiquement planter les décors. Mais il parle des questions de gouvernance. La Constitution a prévu son mécanisme, n'est-ce pas? Je vais dire le mécanisme de sa révision. C'est constitutionnel. Article 218, article 219. Ça veut dire que dès lors que vous réunissez les conditions exigées par les législateurs pour réviser la Constitution, sauf les matières verrouillées par la même Constitution, en son article 220, vous pouvez suivre la procédure pour entamer, n'est-ce pas, ces projets de réviser la Constitution. Dans l'article 218, on parle du président de la République. Évidemment. Qui peut être la Constitution a prévu les opérateurs attitrés qui doivent initier l'action. Il n'y a pas que le président de la République. Il y a 100 000 Congolais, il y a le gouvernement aussi, par un projet délibéré au Conseil des ministres. Voilà. Et donc, vous avez complété ce que j'étais en train de dire, que la Constitution en elle-même, prévoyant le mécanisme de sa révision, a déjà prévu des dispositions. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société évolutive. Une société évolutive voudrait à ce que nous puissions adapter certaines réalités à notre réalité sociétale. Vous comprenez? Sans pour autant toucher au nœud de ces centres d'articles, n'est-ce pas, qui consacrent la démocratie. Ces articles, c'est les articles relatifs aux méthodes d'accession au pouvoir, l'exercice du pouvoir et les mandats accordés à un individu qui a la charge et la responsabilité de diriger la nation. C'est l'article 220 qui les verrouille. En même temps, l'article 220 consacre la séparation du pouvoir et l'article 220, n'est-ce pas, verrouille aussi l'indépendance de la justice. Mais dans la pratique, ce que nous voyons, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, une institution, le pouvoir exécutif, n'est-ce pas, un féod d'autres pouvoirs. Le pouvoir exécutif, n'est-ce pas, politise le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif politise le pouvoir parlementaire qui, d'entre autres, aujourd'hui, au Congo, le Parlement est devenu une caisse à résonance pour le pouvoir. C'est ce qui est en train de s'opérer dans la réalité. D'où la nécessité de modifier ça. Non, par exemple. La nécessité ici, c'est le respect des textes. Est-ce que sommes-nous en train de respecter déjà cette constitution que nous avons? Je dirais non, parce que ce qui est prévu n'est pas ce qui est en train d'être appliqué. C'est l'homme congolais que nous devons, n'est-ce pas, apprendre à respecter les lois et les lois fondamentales. Parce que cette constitution... Ce qui d'ailleurs dit le professeur Jacques Joly, l'intériorisation constitutionnelle. C'est-à-dire qu'apprendre aux gens la culture de respecter les textes, même quand ça nous lèse. C'est ce qui est un grand problème aujourd'hui. Mon frère, ici, vous l'avez posé la question, pourquoi devons-nous changer la Constitution? Il vous a allégué beaucoup de faits, sans pour autant toucher vraiment le nez de la motivation légale qui n'est pas justifiée. Moi, je trouve que les questions d'harmonie de gouvernance est une raison fondamentale. Il dit premièrement d'abord que l'UDPS n'a jamais été d'accord avec cette Constitution. Mais il a oublié que la Constitution présente que nous avons le 18 février 2006 est une Constitution qui a été votée. Dans le mode de l'écriture de la Constitution, il y a ce mode-là participatif où on associe les peuples. Et le peuple a été lié à cette procédure de manière à ce que le peuple puisse aller au référendum et voter. Et nous avons voté cette constitution par référendum avec une majorité
51%, c'est d'ailleurs sommairement presque l'ensemble des votes, n'est-ce pas, démontrent tout le pays presque qui vote la Constitution par référendum. Mais la démocratie, ils n'obtiennent pas 80%. La démocratie, ce n'est pas l'exclusion de les minorités. On n'a pas exclu personne, il faut le dire. La population a voté cette Constitution avec une majorité, même si vous ne voulez pas dire écrasante, mais une majorité qui a, n'est-ce pas, légitimé cette Constitution. Et il faut rappeler à mon frère que l'UDPS n'est pas le Congo. Les membres de l'UDPS, ce n'est pas eux qui définissent l'État congolais. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas d'accord sur quelque chose et que l'ensemble de la population vote pour, ça passe. Vous comprenez? Et donc, retenez qu'il a dit cette histoire, c'est avec ignorance, je peux le mais ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, ça veut dire que le peuple peut se dire, bon, d'accord, ça va, la Constitution a fait son chemin. Le peuple change la Constitution parce que ça fait 20 ans. Nous avons dans le monde des constitutions qui datent depuis 2000 ans. Saint-Marin, la Pologne, l'Australie, les États-Unis. Ce sont des vieilles constitutions qui sont d'application jusqu'à nos jours. Vous comprenez? Le problème n'est pas la Constitution parce qu'il n'y a aucune relation scientifique qui explique le progrès d'une nation en fonction de sa Constitution. Nous avons des États dans le monde, les États pauvres du monde, qui ont des constitutions qui sont appliquées. Mais pourquoi ils ne progressent pas? Parce qu'il n'y a aucune relation qui existe entre les progrès et les textes, les lois fondamentales, n'est-ce pas, d'une nation. Mais c'est la Constitution qui définit le mode de gouvernance. Si l'harmonie de gouvernance, comme je le disais, pose problème, comment est-ce qu'on va implémenter l'harmonie de gouvernance? Par exemple, l'exemple qui donne, l'exemple qui donne sur la cohabitation, on a vu que le président de la République pouvait être bloqué par son premier ministre. Permettez-moi d'arriver. Mon frère a dit que le peuple peut aller à la contestation, personne ne peut contester sa souveraineté parce que c'est lui le souverain primaire. Oui, le peuple c'est le souverain primaire. Et d'ailleurs, la constitution actuelle les consacre même. Il faut le dire, il faut lire l'article 5 de la Constitution qui consacre la souveraineté, n'est-ce pas, de poser des actes à la population, au peuple. Mais ce peuple-là ne peut réagir dans le cadre constitutionnel. Parce que s'il faut parler dans le cadre hors constitution, c'est que nous sommes en train de légitimer le fait que ceux qui prennent les armes puissent venir raser nos institutions et commencer à zéro, faire la taboula rase, c'est que nous encourageons. Or, en réalité, nous ne pouvons évoquer l'article 5 de la Constitution que dans les cadres constitutionnels. Et le cadre constitutionnel, c'est ce cadre-là de la révision constitutionnelle qui a été prévu et non les changements. Donc, il faut commencer par, n'est-ce pas, élaguer cette confusion-là. Deuxièmement, mon frère, par l'article 217 de la Constitution. Moi, je lui comprends parce qu'il est journaliste. Je lui comprends. Il prend l'article 217 de la Constitution qui dit « La République démocratique du Congo peut conclure des traités et accords d'association ou des communautés comportant abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. » Cet article-là ne consacre pas le fait que la République démocratique du Congo puisse couper une partie de ses terres pour donner à un pays voisin. Donc cet article-là ne fâche personne. Et pire, il faut expliquer à nos frères. La souveraineté, ce n'est pas l'intégrité. Non, il faut expliquer à nos frères que cet article a été prévu presque dans toutes les constitutions des pays africains pour, n'est-ce pas, favoriser la coopération régionale et l'intégration régionale. Par exemple, quand la RDC est allée signer l'accord de l'EAC. Mais c'est ça la cession partielle de la souveraineté. Parce que désormais, ce qui s'appliquait dans ce territoire-là de l'EAC va s'appliquer désormais chez nous. C'est par exemple, on dit, les pays signataires de l'EAC s'accordent à, n'est-ce pas, ne plus imposer les passeports pour les commerçants, n'est-ce pas, qui exercent dans cette... La libre circulation. Cette libre circulation consacre la cession partielle de la souveraineté, parce qu'en réalité, ça devait être régi par chaque État. Vous prenez la question, par exemple, de la SADC. Quand la RDC demande à la SADC l'appui militaire pour, n'est-ce pas, sécuriser son propre territoire, c'est aussi ça qui justifie la cession partielle de la souveraineté, parce qu'il est obligé au pays de SADC sécuritaire est souveraine. Vous comprenez? Donc, encore une fois, il faut expliquer à nos amis que s'ils veulent la compréhension est définitive cette fois-là de cet article 217,
qu'ils aillent lire l'article 96 de la Constitution sénégalaise. S'ils veulent, encore une fois, en dépit de l'ignorance, élaguer l'embrouillement qu'ils ont, je veux dire l'ignorance qu'ils ont par rapport à l'article 217, qu'ils aillent lire encore une fois la Constitution rwandaise en son article 168. Qu'ils aillent lire la Constitution tanzanienne à l'article 63. Qu'ils aillent lire la Constitution du Burkina Faso à l'article 147. Les mêmes dispositions sont reprises dans presque toutes les constitutions. C'est pour un but. Le but de favoriser l'intégration régionale. Le but de favoriser la collaboration entre États. Et ça ne fâche en rien la constitution de notre pays. Il a pris encore un autre point, mon frère Didier, que je comprends bien parce qu'il est journaliste. Il a pris, il dit, non, le Premier ministre a plus de pouvoir que le président de la République. Mais ça, c'est une insulte à la fonction présidentielle de nos dirigeants. Ce n'est pas vrai. Non, mais ce n'est pas vrai. Prenons l'article 91 de la Constitution. Que dit cet article? Il faut lire. L'article 91 de la Constitution dit ceci. Voilà. Le gouvernement définit en concertation avec les présidents de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas définir la politique de la nation sans l'implication et la concurrence du président de la République. Mais dites-moi où est-ce que la première ministre ou le premier ministre a plus de pouvoir que le président de la République et il n'a pas de responsabilité. Non, c'est de l'incantation pure et simple. C'est-à-dire que le chef de l'État est au courant de ce qui se programme par le gouvernement pour être appliqué comme politique de la nation. Et vous savez que le chef de l'État a toujours prépondérance sur le domaine, par exemple, réservé, qu'on appelle les domaines les régaliens. La défense, les affaires étrangères. Et affaires étrangères. Et c'est comme ça, ce sont des ministères qui sont rattachés à la fonction présidentielle. Donc, que nos amis élaguent cette ignorance-là, qui de surcroît fait la honte, et qui démontre à suffisance que les gens n'ont même pas lu la Constitution, mais ils prétendent parler du changement, ce qui est anticonstitutionnel. Parce que vous savez, il n'y a qu'une seule façon de parler changement de la Constitution, c'est favoriser le fait qu'il y ait l'éviction du chef de l'État, qu'il y ait le renversement de l'architecture institutionnelle de notre pays, qu'il y ait la tabula rasa, c'est-à-dire que l'on puisse élaguer tout ce qui est comme institution. Et en ce moment-là, ça peut s'expliquer par la rébellion, par un putsch, par la révolution. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons maintenant penser par rapport, n'est-ce pas, à l'écriture de la Constitution, légiférant, n'est-ce pas? Ça veut dire que, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que la démarche de l'UDPS de vouloir changer la Constitution est comparable aujourd'hui à la démarche des M23? Exactement, c'est ça le terme approprié. Donc la démarche aujourd'hui arborée par l'UDPS, c'est comme il voudrait travailler contre les chefs de l'État. Parler du changement de la Constitution, c'est chercher l'éviction du président Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo et de penser au renversement de l'architecture institutionnelle, constitutionnelle de tout ce que nous avons comme, n'est-ce pas, institution de la République. Ça maintenant, c'est comparable à ce que font les autres, les Nanga et les autres, qui ne respectent pas et qui sont en dehors du cadre constitutionnel. Il faut dire à nos amis que la seule façon de changer la Constitution, c'est d'aller puiser des raisons à l'extérieur de la Constitution et non dans cette même Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution a prévu son propre mécanisme de révision, ce qui n'est pas mauvais, mais qui doit respecter en même temps la procédure et, n'est-ce pas, les limites. Ça veut dire qu'on peut pas passer d'une république. Et les individus que mon frère a cités ici ne sont pas au-dessus de la Constitution. On ne peut pas passer d'une république à une autre. Non, passer d'une république à une autre doit s'expliquer par le renversement de l'ordre institutionnel, je vous l'ai dit ici. Oui. Si, prenons l'exemple, si cette constitution est là aujourd'hui, vous venez renverser le chef de l'État, vous allez peut-être dissoudre l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Vous allez dissoudre les institutions,
et pensez réformuler l'État à votre manière. Là, vous avez un pouvoir, n'est-ce pas, primaire, autocratique. Et dans l'élaboration maintenant de la Constitution, c'est à ce niveau-là que vous pouvez revenir avec une nouvelle Constitution, n'est-ce pas, en faisant participer la population avec un référendum pour voir l'opportunité de les associer dans la démarche de la réécriture d'une autre Constitution, ce qui consacre une autre République. Donc, nous ne pouvons pas être là. Nous avons un chef d'État qui est appelé chef d'État à cause de cette même Constitution et penser pendant qu'il est mandat cheminant, comment nous pouvons changer la Constitution pour lui prolonger les mandats à la tête du pays. Donc ça, c'est une entorse face aux lois. Et si jamais les individus doivent à tout moment changer les textes et les règles, quand ça grignote, quand ça fracasse. Donc, nous n'avons pas d'homme d'État. C'est comme ça que moi, je rejoins Barati qui dit que le pays n'a jamais un problème des textes, mais un problème d'homme. L'homme qui a difficulté à intérioriser la culture constitutionnelle. Merci beaucoup, M. Joseph, M. Didier Kanda, j'espère que vous avez noté. Mais moi, je vais vous relancer avec une question parce qu'il dit quelque chose qui me tape à l'esprit, que la Constitution actuelle ne prévoit pas les mécanismes de son changement. Ça veut dire qu'on est interdit de passer d'une république à une autre sans la rébellion, sans la fonte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et il faudrait faire un bémol et poser bien les fondamentaux pour ne pas se perdre. Allez-y. Nous parlons du changement de la Constitution. Je tire d'abord cela sur plusieurs exemples donnés par les chefs de l'État et puis par la politique de l'IDPES, mais aussi, si vous avez suivi les secrétaires généraux de l'IDPES, Augustin Kabouya est allé par des belles illustrations et des bons Pourquoi exemples. vous les prenez pour référence absolue? Ce n'est pas des références absolues. S'il vous plaît, laissez-moi expliciter. Le secrétaire général de l'IDPES n'engage que l'IDPES, que je sache. C'est un leader majeur en politique, parce que l'IDPES, c'est un parti politique qui incarne et qui représente la République. Rappelez-vous que les élections en ont dit représente la République. Voilà, les élections en ont dit. Ils n'ont pas eu plus de députés, par exemple, que l'AFDC. Non, pas du tout. L'IDPES a eu plus de députés que tout autre parti politique. Ah bon? L'IDPES, c'est la première force politique à l'Assemblée nationale. D'accord. Mon ami Joseph dit que la Constitution prévoit sa révision. Mais pas son changement. S'il vous plaît, allons-y d'abord. La Constitution dont nous parlons, il va par des exemples aussi bien, l'article 218, 219, il dit que cette même Constitution prévoit sa révision. Mais le débat est clos, il dit. Ah bon? Il a même argumenté pour dire que le monde est évolutif. Les débats est clos. Cette même Constitution prévoit sa révision. Mais il s'agit de quelle révision, Élie? Parce que ce qui les dérange, je pense qu'il y a des articles, par exemple, qui sont verrouillés et des articles verrouillés. Mais est-ce que vous savez que dans la même révision-là, il y a des mécanismes pour ouvrir des articles verrouillés? Ah bon? Attendez, j'y vais. Tolérance, allez-y. J'y vais. Allez-y, on va les professeurs Dieudonné Kalouba, lors d'une conférence, il en dit plus mieux, je pense que je pouvais, qui est un constitutionnaliste, il dit et qui fait partie de la société congolaise. Exactement. Il dit plus loin que en réalité, dans cette Constitution, il n'y a pas des articles verrouillés. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. L'article je pense, l'article qui parle des mandats du mandat 220, qui parle du mandat du président de la République, qui dit que les mandats du président de la République est renouvelable une fois. Lisons l'article 220. Je pense que c'est cet article qui dérange plus nos amis de l'opposition. L'article 220, je vais dire avec la lecture. Ça parle de la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire et le reste. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités
territoriale décentralisée. Je ne sais pas si j'ai la bonne constitution, mais mon article s'arrête là. Oui, il va plus loin pour dire que la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats, je pense que c'est... Oui, c'est le paragraphe. Très bien. Interdit formellement. Très bien. Est-ce que vous savez que dans ces mêmes articles, nous pouvons aussi ajouter des paragraphes? Ajouter des paragraphes? Alors, attendez, le peuple peut ajouter des paragraphes. Comment? Attendez, vous lisez cet article. Il y a 2 paragraphes. Et si aujourd'hui, la population ou les gouvernements tentent d'ajouter d'autres paragraphes qui diraient, je donne un exemple, sauf si la population demandait à ce que nous puissions changer les formes de l'État. Ça veut dire en d'autres termes. Ça veut dire en d'autres termes. Non, mais comment on va l'ajouter? Ce paragraphe n'existe pas dans la Constitution. Ça n'existe pas. C'est comme ça que nous disons, dans la révision, il peut y avoir des amendements. On peut amender l'article. Justement, on peut amender des articles. Ça veut dire qu'on peut changer la Constitution en y allant par étage. C'est la forme de l'État qui est définie, mais pas l'article qui est close. Quand vous lisez, quand vous suivez attentivement les raisonnements du constitutionnaliste Dieudonné Kalouba, ça veut dire qu'il y a des articles où nous pouvons ajouter des paragraphes. Si je comprends bien, je vais résumer pour les gens qui suivent. Ça veut dire qu'on peut commencer par une révision de l'article des savants. Où on ajoute des éléments. Exactement, on peut ajouter des éléments. Aboutir à un changement. On peut ajouter des éléments. Ça, c'est un exemple. Parlons de la souveraineté. Il explique, parce qu'il est juriste, vous êtes juriste? Non, mon frère m'a dit qu'il est juriste. Il explique, sans pour autant nous dire les mots-clés. Il va au Sénégal, moi je lui ai montré les Congos. Voilà, je lui ai montré les Congos et nos enjeux. Vous savez qu'on aura, les jours à venir, on en a déjà la guerre de l'eau. Bien sûr. Vous le savez. Vous savez qu'aujourd'hui... il y a des conférences sur le bassin du Congo auxquelles on ne prend pas part. Ça, c'est un sujet. Voilà, on apprend. C'est comme ça que nous disons que nous réfléchissons un peu plus loin. Nous réfléchissons un peu plus loin. Je veux encore pour vraiment revenir dans ce qu'il dit. Il dit que Nanga est allé dans une forme anticonstitutionnelle où il prendrait les armes. À laquelle vous le suivez. Attendez. Il dit que le changement de la Constitution serait comparé. Nanga, qui est là, ne dit pas qu'il aurait violé la Constitution. Ils soutiennent même leur barbarie par l'article 64. Par l'article 64 qui dit qu'un groupe d'individus peut contraindre celui qui prend le pouvoir. Vous voyez, donc c'est une Constitution faite exactement par les belligérants qui permet beaucoup de désordre. Pourquoi ne pas éclairer l'opinion sur ces formes de barbarie? Nous posons des questions. Alors, pour finir, j'aimerais parler du président de l'article 91, parce qu'il a parlé de l'article 91, qui dit ceci. Qui dit ceci, l'article 91. Moi, je pense que j'ai une constitution électronique. L'article 91 qui dit ceci. Les gouvernements définissent en concertation avec les présidents de la République la politique de la nation et assument la responsabilité. Très bien. Mais la deuxième parenthèse ou paragraphe, on dit ceci. Les gouvernements conduisent la politique de la nation. Point. Les gouvernements conduisent la politique de la nation. Dans le responsable, le président de la République. Pas du tout. Parce que le président de la République... S'il vous plaît, les gouvernements en question est responsable devant les parlements. Oui. Est-ce que vous le savez? Présidé par le président de la République, parce que la Constitution dit que celui qui préside le Conseil des ministres, c'est le président de la République. Les conseils des ministres, on en parlera, c'est une parenthèse. Mais ici, la Constitution dit clairement ceci. Les gouvernements conduisent la politique de la nation. Vous donnez à ces gouvernements qui conduisent la politique de la nation, ces gouvernements qui n'émanent pas directement de la population. Ça, c'est la première des choses. Mon frère, nous ne faisons pas les choses, je vous regarde en face, regardez-moi, ne faisons pas les choses comme si nous vivons en Europe. Est-ce que vous ne savez pas que dans ces pays, il y a des ministres qui ont boudé les ordonnances du président? Vous les savez, oui? Comme l'ancien ministre de Portefeuille. Attendez, est-ce que vous ne savez pas que pendant des mois, il y a des ministres
qui n'ont aucune légitimité. Je ne parle pas de la légalité. Légitimité donnée par la population qui ont boudé les ordonnances. Ils ont boudé, refusé. Vous le savez, oui ou non? S'il vous plaît. L'ancien ministre, on se rappelle, hein, FCC Cash, le ministre de portefeuille, voilà. Et puis le ministre de la Justice. Un président qui rendra compte de son mandat à la population, qui rendra compte de son mandat à la population. Vous boudez ses décisions. Un président qui a la confiance de la population, vous boudez d'exécuter ses décisions, et c'est là pendant 2 mois. Ça, c'est de 1. De 2, nous allons dans les titres comparatifs. Kabila qui était illégitime en 2001. Ah oui. Attendez, en 2001. Attendez, Kabila en 2001. C'est sur base de quoi Kabila était président de la République? Nous sommes dans attendez, nous sommes pas de constitution. Voilà, nous ne sommes pas dans un royaume. On nous a présenté Kabila comme le fils de Kabila le père, quelqu'un d'illégitime, qui nous a présenté une constitution qu'il a même promulguée, une constitution votée par référendum en 2000. Il n'était pas seul. Justement. Il y avait tout mais un président de la République, Félix Tshisekedi, qui a 73% de la majorité de voix des Congolais, qui lui seul exprime 73% des voix des Congolais, où les Congolais se retrouvent en lui. Les Congolais électeurs. Des électeurs qui ont dit que nous te donnons 5 années pour que tu définisses les devenirs et l'avenir de notre pays. C'est à ces présidents-là que vous dites non, vous ne pouvez pas mener des réformes. Mais ça, c'est injuste. C'est injuste, voilà pourquoi nous disons et nous pensons que votre politique est une politique pétée. Voilà pourquoi nous disons que votre politique est injuste et jugée. Et vous allez plus loin pour dire que nous favorisons une rébellion, nous favorisons... Oui, moi parce que nous disons une chose. La finalité, c'est quoi? La finalité, c'est que vous deviez aussi vous mobiliser vos bases, parce que c'est la population, c'est les peuples qui tranchera en fait à la fin. Les référendums. Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, on sait que l'un des points, en tout cas l'un des projets les plus clairs des AFC M23, c'est l'installation du fédéralisme. Quand on ouvre la parenthèse du changement de la Constitution, n'est-ce pas là donner une brèche? N'est-ce pas là permettre au M23, à eux aussi, surtout dans le contexte qui est le nôtre, de s'accrocher pour finalement imposer le fédéralisme? Vous n'avez pas peur aujourd'hui que l'ambition de changement de la Constitution que vous avez coïncide avec celle du M23? Non, pas du tout. Elie, cette histoire des M23, nous avions déjà dit, AFC M23, ce n'est que des illusions, en fait. C'est une histoire composée et colportée, composée de toutes pièces des mensonges. En fait, il n'existe pas de M23. Il n'existe pas de AFC. C'est le Rwanda qui est derrière cette histoire. Mais aujourd'hui, vous voyez que le président de la République, mon frère, c'est vrai que ça le dérange un peu, mais laissez-moi le dire que Félix Antoine Tshisekedi finit une guerre qui a commencé pendant 3 décennies. La guerre est finie? Exactement. Il dit la guerre est finie parce que nous avons obtenu un accord de paix. Ça, premièrement. Vous avez vu que ces rebelles ont quitté, par exemple, la ville d'Uvira. Ça reste juste... c'est question de temps. Ils vont quitter tous les espaces qui sont occupés. Et aujourd'hui, vous voyez des sanctions. Et pourquoi vous ne dites pas à cette population qui nous suit que l'armée rwandaise ou le Rwanda n'a pas été sanctionné pendant plus de 30 d'années? C'est la première. C'est une première. Ça veut dire que cette guerre, elle est... On sanctionne l'armée. S'il vous plaît, je parle de l'armée, je parle des dirigeants de l'armée. Les dirigeants ont déjà été sanctionnés. Voilà. On sanctionne l'armée. Voilà. C'est faux. C'est pour vous dire que cette guerre a été finie. Lisez l'accord, vous verrez que nous citons nommément les Rwandais. Vous pensez aujourd'hui que si, dans les dernières minutes qui vont nous rester, on va parler. L'armée rwandaise retirait ces éléments de nos terres, vous pensez que cette rébellion-là tiendra? Merci, Monsieur Didier. Alors, Monsieur Joseph Débat, votre réaction très rapidement parce qu'il nous reste un peu de temps pour comprendre le deuxième thème. On va parler du dialogue. J'ai le malheur de ne pas avoir assez de temps comme mon frère Didier. Je comprends la complicité entre journalistes. Non. Vous regardez, vous parlez suffisamment du temps. Vous avez suffisamment du temps. Il va parler pendant 5 minutes, vous parlez pendant 5 minutes également. Je le crois. Vous savez, moi je comprends parfaitement mon frère. C'est un adepte du pouvoir.
qui, n'est-ce pas, a fait l'imitation du journalisme au clientélisme politique. Et voilà, c'est ce qui cause toute cette incompréhension des lois et des textes, même des procédures. Ce n'est pas compliqué, hein, mon frère. Vous pouvez toujours avoir votre temps pour vous renseigner auprès de ces professeurs dont vous citez ici, comment la constitution d'une nation s'écrit. Comment ça s'opère, comment on fait participer en amont comme en aval, n'est-ce pas, les souverains primaires pour qu'ils puissent donner sa validation. Qu'est-ce que c'est que ça veut expliquer, n'est-ce pas, le constituant primaire? Et qu'est-ce que ça veut expliquer le constituant, n'est-ce pas, dérivé? Comme ça, vous allez comprendre comment la constitution s'écrit. Par, n'est-ce pas, la décision du constituant primaire qui crée une commission, qui étudie la matière, les données, et n'est-ce pas, ramène la constitution à la population en aval pour, n'est-ce pas, légitimer par référendum. Et comment ça veut expliquer ce que ça veut dire? Le pouvoir dérivé qui n'a que responsabilité de pouvoir faire quoi? De pouvoir utiliser la Constitution et la reviser comme les cas comment elle s'est créée? Parce que nous disons la même chose. Je vous ai dit que nous allons nous référer aux couches de la population. Dites-moi comment ça se crée. Laissez-moi vous expliquer. Je prends l'exemple de Joseph Kabila qui est arrivé au pouvoir. Oui, il est arrivé au pouvoir par les mécanismes non constitutionnels, n'est-ce pas? Oui. Parce que son père déjà est arrivé au pouvoir par la rébellion. D'accord? Nous avons eu, n'est-ce pas, les tabous rasa. C'est-à-dire que les institutions déjà 10 sont tombées. Il y a une fonte. Et voilà, il y a une fonte. Cette fonte-là, sous tension, nous a mené d'abord en Afrique du Sud avec les clauses de dialogue et tout, les accords de paix. Au finish, nous sommes revenus au pays pour, n'est-ce pas, mettre en place une commission qui a travaillé sur la Constitution, dont les gens que vous citez ici. Et après cela, en amont, le constituant primaire a soumis cette constitution à la validation du peuple pour légitimer cette constitution. C'est comme ça que nous avons cette constitution de 2006. Ce n'est pas une affaire de lui de paix ou de Joseph Kabila. C'est l'affaire des Congolais. Et si aujourd'hui nous avons un président appelé Félix Antoine Tshisekedi, qui hier n'avait pas la responsabilité de l'État, qui hier défendait les mêmes textes, qui hier refusait avec acharnement le troisième mandat de Kabila, c'est parce qu'il y a cette constitution-là. En même temps, il faut rappeler que puisque Tshisekedi aujourd'hui est la représentation du pouvoir dérivé, du constituant dérivé, il ne peut qu'agir dans le cadre où il a la responsabilité de pouvoir faire la révision constitutionnelle. Pas les changements. Non, ça n'a pas été prévu. Vous comprenez? Ça va vous éviter les amalgames dont vous faites preuve ici devant les Congolais. Mais comment on peut interdire des parts et d'autres? Monsieur Joseph, comment on peut interdire à un peuple souverain de passer d'une république à une autre? Parce que selon votre démonstration, on n'a pas la possibilité de passer d'une république à une autre. Non, mais expliquez maintenant comment on passe d'une république à une autre. Je vous ai expliqué les motifs qui justifient le fait qu'il y ait les rasages complets des institutions et de l'ordre démocratique, voire institutionnel. C'est par les putsch, c'est par le coup d'État. C'est-à-dire que nous faisons la refonte de la République de manière à ce que les choses soient imaginées d'une autre façon. C'est comme ça qu'on appelle autre république. Vous comprenez? Jusqu'à ce jour, nous sommes à la troisième République. Ce qui justifie le nombre de coups d'État ou le nombre de prises de pouvoir, n'est-ce pas? Mais maintenant, il faut que nous puissions éclairer une chose. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation-là où les textes, n'est-ce pas, n'empêchent pas les dirigeants politiques de pouvoir bien gérer. Les textes n'ont jamais empêché les gouvernants de bâtir une armée dissuasive pour imposer le respect de la République démocratique du Congo au niveau interne comme au niveau externe. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa? Ce n'est pas de la responsabilité du Centrafrique, c'est de la responsabilité des gouvernants. Parce que la politique, d'après la définition de Marcel Prélot, des dirigeants, c'est que ceux qui sont en train d'exercer les pouvoirs ont la responsabilité de relever les défis de gouvernance dans les institutions. Quand vous arrivez, votre charge, c'est ça. Vous venez faire face aux défis. Et quand on vient faire face aux défis, on s'apprête à apporter des réponses. Maintenant, sur la question, par exemple, sécuritaire à Kinshasa, c'est de la responsabilité de l'Angola? Non, c'est aux dirigeants. Maintenant, pour agir, il y a des textes qui empêchent Jacquemain Chabani de disposer d'un service de qualité, d'une police régulière et d'une armée accompagnée pour traquer le banditisme urbain à Kinshasa? Non!
Le problème, c'est que nous avons des dirigeants faiblards. Ce que le Congo a besoin aujourd'hui, c'est des dirigeants forts, n'est-ce pas, qui ont la vision de délivrer des résultats de gouvernance et des résultats institutionnels qui améliorent la qualité de gouvernance. J'ai envie de vous relancer avec un exemple. Allez-y. Quand le président de la République prend parole devant le Congrès pour s'exprimer en face du peuple, il s'est plaint clairement de la gestion, par exemple, au niveau de la salubrité du gouverneur. Mais jusque-là, le gouverneur est toujours là. C'est lui dont le président de la République s'est plaint, le chef s'est plaint de sa gestion, mais il est toujours là. Est-ce que M. Didier n'a pas raison quand il pense, par exemple, qu'il doit revenir au président de la République l'autorité de revoquer, de nommer le gouverneur? On serait peut-être dans une situation autre. Le problème, c'est maintenant à ce niveau-là. Les membres de l'IDPS comprennent que pour qu'un État fonctionne dans l'ordre démocratique, on doit conférer au président de la République tout le pouvoir. Or, nous sommes de la famille romano-germanique, parlant de nos lois, parlant de notre modèle, notre système, n'est-ce pas, politique, ok? Mais cependant, la réalité, c'est que le président de la République est un pouvoir. Il représente le pouvoir exécutif. Pourquoi on a scindé le pouvoir en trois, selon la théorie de Montesquieu? C'est pour éviter qu'il y ait des abus des pouvoirs. Comme on dit, le pouvoir contrôle le pouvoir. Le pouvoir doit contrôler le pouvoir. Et dans la Constitution, il est consacré la décentralisation des provinces. Vous comprenez? Quand le chef de l'État vient se plaindre, alors qu'il a une force politique qui aujourd'hui gère presque toutes les provinces, il faut rappeler que même Kinshasa est géré par la famille politique de Tshisekedi. Parce que l'IDPS est majoritaire. C'est parce que l'IDPS gère, et en même temps, c'est parce que l'IDPS a des députés au niveau provincial. Si Daniel Mouma n'est pas compétent, si Daniel Mouma ne sait pas gérer, ne sait pas c'est à l'Assemblée provinciale. C'est à l'Assemblée provinciale de prendre, de lever des mesures, de prendre des décisions pour les sanctionner. Ce n'est pas au chef de l'État de venir se plaindre à la télévision ou à l'Assemblée nationale de la gouvernance provinciale d'un individu qui est famille de sa formation politique. Donc cette réalité-là, c'est une insulte à l'organisation de l'État que nous parlons ici. Et en même temps, il faut souligner que le problème, c'est que ces gens ici veulent conférer au président de la République, n'est-ce pas, un mandat illimité. Ils vous diront ici que non, si les Congolais disent que les chefs de l'État ne partent pas, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes dans un État démocratique où, n'est-ce pas, les mécanismes de l'expression légitime du peuple, n'est-ce pas, organisé par les élections. Si nous devons respecter les textes, c'est-à-dire que Tshisekedi ne peut même pas penser en cet instant revenir comme candidat président de la République parce qu'ayant déjà apuré ces deux mandats irrécupérables, irrenouvelables, il doit s'apprêter à partir. Mais si dans l'ordre de la conservation du pouvoir, l'IDPS pense ne pas quitter le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer un dauphin. Si ça va être Kabouya que mon frère Didier ici vénère, d'accord, qu'on prépare Kabouya qui puisse être candidat aux élections de 2028. Si ça va être Boukassa, si ça va être Jacquemain Chabani, ou ça va être... ou Jean-Pierre Liaou. Jean-Pierre Bemba, tout ce que vous voulez dans l'Union sacrée. Mais que le président de la République, n'est-ce pas, lève l'option de pouvoir commencer à préparer son dauphin aujourd'hui. Et non penser à s'éterniser au pouvoir. Pour ne pas retomber dans le cas des FCC comme l'autre fois, où Kabila a manqué un successeur, où Kabila n'a pas préparé celui qui allait le succéder. Tshisekedi doit lever l'option aujourd'hui de préparer son dauphin. Si ça va être mon frère Didier, que l'on puisse lui préparer à la bataille électorale et lui ne va nous trancher cette réalité parce qu'en réalité, Tshisekedi, en 2028, son mandat expire et il n'aura plus la légitimité d'être appelé président de la République au regard de nos lois. Merci, monsieur. Je fais débat très rapidement, oui, parce que je vais vous donner la parole, mais d'abord, mon frère, pardon, attendez, je sais que vous allez revenir sur ce qu'il a dit, mais d'abord, on a l'obligation de prendre dans le peu de temps qui nous reste la deuxième thématique qui concerne la sécurité, qui va parler de dialogue. Comme ça, vous ramassez ce qu'il a dit, et puis ensuite, vous allez opiner sur le dialogue. Est-ce qu'il faut un dialogue absolument pour recouvrer la paix, ou il faut une solution militaire comme on est en train de vivre aujourd'hui sur terrain? Très rapidement, monsieur Didier. Il nous reste très peu de temps. Mon frère, juriste, qui... Appelez-moi mon frère Joseph. Joseph qui est juriste, vous l'aviez dit et je vous le concède.
je me pose des questions. Est-ce qu'il ne veut pas affronter la vérité ou Quelle vérité? Attendez, s'il vous plaît. Ou soit encore, il veut faire la politique politicienne ou encore jouer avec des mots. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et la population qui te suit ne sait vraiment pas. Je vais te lire une chose. La révision constitutionnelle est une modification partielle de la constitution existante. Ça, vous lisez. Okay. J'ai dit. OK? Modification partielle. Excusez-moi. On garde la même constitution, mais on change certains articles. OK? Mais les changements de la constitution, c'est un remplacement. Je rentre dans ma pensée pour expliquer clairement. Il y a dans cette constitution des articles qui ne sont pas clairs, qui ne disent pas mot clairement. Comme quel article? Je vous ai parlé de l'article 217. Je vous ai expliqué. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas constituant ou encore et tout. Je suis le peuple. S'il vous plaît. Je vous ai parlé de cet article, je suis allé dans plusieurs articles, je suis même allé plus loin dans d'autres émissions pour vous dire, bon, attendez, un président qui gagne des élections, au lendemain, il y a quelqu'un qui vient parce qu'il est le plus fort, comme l'exemple de Kabila, qui connaissait bien les coins faibles de la République, crée un hangar et il prend le contrôle, par exemple, du Kivu. OK? Ce président-là, lors de son bilan, que dira-t-il aux habitants de Goma? Qu'il a échoué? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pensez qu'il a échoué. Alors, ce sont des articles qui doivent être dits clairement. OK? Ça, c'est la première des choses. Restons dans la révision constitutionnelle. Parce que vous en Là, vous parlez de l'article 64, par exemple, voilà, qui peut servir à la justification de l'ordre. Restons dans la révision. S'il vous plaît. Restons dans la révision constitutionnelle. Est-ce que vous savez que cette révision constitutionnelle, aujourd'hui, il y a débat parce qu'on ne parle pas dans cette constitution de son changement clairement et nettement comme on le veut. Est-ce que vous savez que dans la révision qui dit exactement ceci comme définition, les changements de quelques articles de cette constitution, est-ce que vous savez qu'en révisant, nous pouvons ajouter des paragraphes ou des parenthèses? Quelles sont les parenthèses à ajouter? Qui parlent maintenant du changement clairement. Vous voyez, parce que cette constitution n'en parle pas. On peut réviser l'article 220. Nous pouvons commencer par réviser et puis aller au changement. C'est comme ça que nous vous disons, vous n'allez pas interdire à un président, à une population qui du reste qui était 49%, c'est une population, un peuple qui a dit non à cette constitution. Mais vous avez défendu cette constitution en 2016, l'UDPS. Non. Vous avez été à la rue aux élections. Vous avez été à la rue pour pas du tout. Vous savez, il y a des vidéos. Vous savez, est-ce que vous avez suivi la Coupe d'Afrique des Nations la plus récente et tout? Une coupe où la finale était injuste, mais il y a eu un Sadio Mané qui a dit, bon, ok, c'est injuste, parce que nous, on n'a pas sifflé à notre tour, mais revenons sur le terrain et jouons, mais dignement. Et la preuve, c'est quoi? C'est que nous avons gagné les élections de 2011, mais Kabila avait balisé son chemin, on a accepté et on a gagné dans son terrain et dans sa constitution. Mais l'idéal de l'UDPS, c'est de mettre une constitution en place où la population, les peuples sera en premier. Je lui ai dit qu'il y a des questions de la population qui ne sont pas dites clairement. Alors, il dit, par exemple ici, comment se constitue ou comment on crée une constitution. Enfin, comment on crée une constitution? On se réfère à la population, on crée des couches de la population, on organise, s'il vous plaît, on organise des commissions, des représentativités. Mais c'est les chefs de l'État. Félix Antoine Tshisekedi qui, lui, sur son dos, a 73% des élections. Une représentation de tout le monde, où on a tout le monde, où on échange, on discute sur une constitution qui nous reflète, qui reflète cette population. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous pensons que c'est la meilleure des choses. Il faut une assemblée constituante. Exactement. Parce que qui va écrire un texte. C'est là que vous soumis au référendum. Très bien. Parlez de Parlons du tour, par exemple, des élections. Et de cette constitution où vous défendez aujourd'hui, constitution que nous défendons. Vous savez combien de fois elle a été révisée? C'est la même constitution votée par référendum. Attendez, c'est la même constitution votée en 2016 ou c'est une constitution qui a été révisée?
Si, ça a été révisé. Alors, par On qui? est passé par exemple de 1 à 2 tours. Par qui? Ça, c'est toléré par la Constitution elle-même. Par qui? Allez-y expliquer au complet. Ça a été révisé combien de fois? Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle a été révisée par qui? Par les députés nationaux. Combien de fois? S'il vous plaît, vous ne me posez pas de questions. C'est moi qui Tolérance. vous informe. Et lorsque la Constitution a été révisée, on n'a pas demandé au souverain primaire. Mais je vous dis que la révision, la Constitution a été... Mais le Parlement n'est pas la représentation du souverain primaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais nous allons... Mais lorsque nous rentrons dans ces parlements-là, lorsque nous rentrons dans ces parlements-là, lorsque nous rentrons dans ces parlements-là pour demander une révision, pourquoi ça vous dérange? Mais quel Parce que les mêmes parlements qui ont la représentativité de la population... Il faut lire d'abord l'article qui consacre Très la bien. révision de la Constitution. 218, commencez par lire. Vous avez cité l'UDPS 19 fois dans votre allocution. UDPS, depuis que l'émission a commencé. UDPS. Alors que rarement on vous entend vous-même citer les noms de votre parti. Et vous savez pourquoi? Parce que vous savez que l'UDPS est une machine politique qui représente cette population et en totalité ou en majorité. Alors, pour parler dialogue. Nous allons, avant parlons de la paix. Nous pensons que nous devons remettre cette constitution à 2 tours et remettre les débats sérieux. Il y a beaucoup de choses à mettre en place dans la nouvelle constitution où je donnerai à mon frère Inebosh pour qu'il puisse aussi participer. Il existe Justement, il existe. Déjà, il en existe. Suivez Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi en a parlé. C'est lui notre maître. Il avait déjà sa constitution. Il y a une constitution qui existe déjà, qui sera amendée justement par l'actualité, les mondes qui évoluent, les réalités actuelles, la technologie aussi. Nous allons en tenir compte et de la population actuelle. Mais il existe déjà une constitution. Tshisekedi en a parlé très largement. Vous avez entendu, hein? Il existe déjà une constitution. Exactement. Je vous l'ai dit. Ça, c'est diabolique. Je vous l'ai dit, il en existe déjà où la population va se retrouver dans cette position. Pas en dialogue. Est-ce qu'il faut un dialogue où il faut continuer par un affrontement militaire? C'est encore des termes politiques où l'opposition YAPT continue à manigancer la population. Vous savez que l'UDPS, Félix Tshisekedi, est un président qui privilégie les dialogues à tout moment. Rappelez-vous, il a reçu récemment Martin Fayulu. Ils ont échangé. Il reçoit à tout moment les opposants, qui se cachent à l'église. Je parle des Scholl et les autres. À chaque fois, les présidents de la République, c'est un démocrate. C'est comme ça que les gens débattent même pour dire mais comment ça, à l'Union sacrée, les gens disent ça. À l'UDPS, il y a toujours les désordres parce que, en fait, nous, notre racine, c'est la démocratie. Donc, pourquoi on a l'impression qu'il est en train de fuir tous les processus qu'on lui propose? Aujourd'hui, Luanda, on en est où? Pas du tout. Comment ça fuira? Il y a tous les Doha, ça n'avance pas, Luanda, ça n'avance pas, l'Union africaine, ça n'avance pas. Mais seulement, il ne faudrait pas oublier, s'il faut dialoguer sur quoi, avec qui et pourquoi. Et le président a dit que oui, les M23 ne peuvent pas participer. Mais parce que vous demandez le dialogue, oui. Mais pourquoi vous ne faites pas les dialogues seuls? Parce qu'ils savent que les présidents de la République représentent une grande majorité de la population et c'est à lui de donner des directives majeures. Et dans ces directives, ils pensent que ceux qui sont condamnés ne seront pas lavés par les dialogues. Vous allez vous piétiner sur les lois de la République, vous tuez votre les gens. Mais attendez, vous devriez à un moment donné répondre devant la justice. Le dialogue ne sera pas là pour la Pas de l'ordre d'amnistie. De deux, nous savons comment nos dialogues, à la fin. je chute par là, nous savons la conclusion de nos dialogues. C'est la portion de pouvoir. Vous savez, quand l'opposition ne s'est ni mobilisée, ni compétir, ni convaincre la population. Vous voyez, ce Parlement, il est quasiment plein de la majorité parce que l'opposition, même mon frère qui est de l'opposition, ils n'ont pas participé aux élections.
Ils n'ont pas du tout participé aux élections. Martin Fayulu y compris. Vous parlez à un candidat député national, mon frère. Malheureux, bien sûr, parce qu'il faudrait j'ai participer parlé du candidat. et convaincre cette population. Avec nous le sommes en face des gens qui n'ont ni le peuple avec eux, qui n'ont ni la force de mobiliser, ni la force de contraindre les lois. Parce que nous, à l'époque, on était dans l'opposition. Lorsqu'on disait non, les gens sortaient. Les gens sortaient. La population nous accompagnait. Pourquoi ils ne les font pas? Alors, la seule carte qui se dit, bon, pour avoir la petite parcelle du pouvoir, il faudrait dialoguer. Donc, eux-mêmes, les opposants aujourd'hui, ne lisent pas même cette constitution qu'ils réfléchissent. Pour accéder au pouvoir, il faudrait être majoritairement au pouvoir et le reste. Non, ils s'accaparent par un dialogue. Mais attendez, les gouvernements et les émanations de la majorité parlementaire, oui ou non. Et ça, c'est la constitution. S'il vous plaît. Merci, cher Didier. S'il vous plaît. C'est comme ça que je vous dis. C'est comme ça que je vous dis. Ces dialogues, oui, mais sous quel format et pour quelle conclusion? Merci beaucoup, cher Didier. On est vraiment arrivé à la fin. La régie m'a dit même qu'on a dépassé. Mais je ne veux pas être injuste. Je vous donne 5 minutes comme lui et ça sera votre dernier mot. Réagissez. Pourquoi devra-t-on aller au dialogue? Parce que vous, à l'opposition, vous demandez absolument le dialogue. Pourquoi devra-t-on aller au dialogue? Et vous allez réagir à ce qu'il a dit et l'émission sera terminée par là. Je vais être clair et concis pour une dernière fois. Parler changement de la Constitution, c'est être considéré comme un autre Nanga. C'est agir comme la FCM23 qui veut, n'est-ce pas, l'effondrement du système politique et du régime politique aujourd'hui. Il y a un article qui empêche le changement de la Constitution. Parce que le changement de la Constitution est anticonstitutionnel. Quel est cet article qui veut le changement de la Constitution en ce moment où le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de gérer l'État, veut l'effondrement de l'architecture constitutionnelle, veut l'effondrement de l'architecture institutionnelle de la République démocratique du Congo, d'où ils veulent la mort, soit un coup d'État à Félix-Antoine Tshisekedi. Donc l'UDPS aujourd'hui se comporte exactement comme les mêmes. Exactement. Et vous dites des choses. Je vous dis. Vous dites que le changement est anticonstitutionnel. Je vous le dis. Nous avons le changement la Constitution. Oui, c'est suffisamment Tolérance, ne lui volez pas son Vous êtes incapable de me donner un article qui consacre ou bien qui n'est pas institué le fait que nous puissions... Mais dites-moi aussi l'article qui dit que le changement de la Constitution est anticonstitutionnel. Par le changement ou nouvelle constitution est résultante d'une nouvelle, je veux dire, d'un nouveau pouvoir, c'est-à-dire à part un coup d'État, un pouvoir autocratique qui s'impose et qui, n'est-ce pas, fait tabou rasa de tout ce qui existait et vient avec une nouvelle proposition de la constitution par référendum. Et ça se valide par le peuple, n'est-ce pas, pour définir l'État. Mais actuellement, pendant que Tshisekedi est appelé président de la République à cause de cette constitution, parler de son changement, c'est, n'est-ce pas, chercher à ce que nous puissions, n'est-ce pas, faire aussi la tabula rasa, n'est-ce pas, renverser, chambouler l'ordre constitutionnel et, n'est-ce pas, redéfinir l'État à partir de zéro. C'est-à-dire que si on change cette constitution, Tshisekedi n'est plus président, Tshisekedi n'a plus un mandat ou des mandats, Tshisekedi sera considéré comme tout Congolais. Vous comprenez? Et c'est ce que les gens ici amènent comme débat sur la place publique. C'est malheureux. Vous savez, mais en temps de crise, l'a dit Desmond Tutu, c'est lui qui choisit de ses terres, choisit le camp de l'oppresseur. Et l'oppresseur ici, c'est mon frère Didier qui vient avec un projet démoniaque qui, n'est-ce pas, vise la mort du chef de l'État. Moi, je ne vise pas sa mort. Je veux à ce que le chef de l'État soit là et qu'il parte en 2028, que nous puissions nous rencontrer, même à la 11e ou 12e rue, s'il va mettre son siège là-bas parce qu'il n'a pas consulté Ngakati. Comme ça, on va aller le consulter, savoir comment il a fait pour sortir les termes roublard, escarmouche et les autres. C'est le peuple qui veut encore de lui. Nous avons besoin de lui sur ce domaine-là. En 2028, Tshisekedi sera, après 2028, Tshisekedi sera considéré comme, n'est-ce pas, sénateur à vie. C'est ça la réalité constitutionnelle. Alors, si nos amis ici veulent parler du changement, c'est qu'ils veulent à ce que, en ce moment-là, Eli Mononga puisse prendre les armes pour aller évincer Tshisekedi du trône.
C'est la réalité. Pas moi, je c'est un exemple. N'ayez pas peur. Et donc, mon frère ici. Mon frère ici, non, je sais l'exemple. Nous allons questionner la population. Non, c'est un exemple. La population que vous faites allusion, cher David. On est en train de chuter. Didier, la population que vous faites allusion, c'est cette population qui aujourd'hui, on est les 17, attend encore son salaire. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Excusez-moi. 60 toujours après. Donc les gens sont en difficulté à avoir leur salaire. Les salaires qui ont caractère alimentaire. C'est ce peuple-là que vous comptez mobiliser pour prolonger les mandats de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC. Mais dites aussi qu'il y a gratuité de l'enseignement. C'est ce peuple-là Félix Tshisekedi a construit. Dites aussi que Félix Tshisekedi je réponds, c'est un débat. C'est le débat, c'est le jet du débat. Ce peuple-là meurtri par l'insécurité. Ce peuple-là qui aujourd'hui a empêché de prendre un vol à Goma pour atterrir à Kinshasa. C'est ce peuple-là que vous comptez pour le prolongement du mandat de Félix Antoine Tshisekedi après 2028? Ou vous rêvez? Parce que le rêve est permis à tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas ici alléguer le fait que la population veut de Félix Antoine Tshisekedi. Non, si vous vous sous-estimez, cher Didier, moi je vous estime. Moi je vous estime, vous avez des compétences. Vous avez parlé du bilan, sans parler de construction de mandat. On est à la fin. Soyez juste. On est à la fin. J'étais en train de dire ceci, mon frère. Si vous sous-estimez votre compétence, moi je ne me sous-estime pas. Je peux gérer ce Non, je parle du bilan de Tshisekedi. Vous en avez parlé, du point positif. Mais parlez aussi. Mais sur le plan de bilan, la gratuité de la maternité, les constructions des hôpitaux. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Non, je parle de faits. Vous avez dit que je suis journaliste. Je vous mets en face des faits. Parlez aussi de l'action gouvernementale. S'il vous plaît, cher calmez-vous, ces vérités ne doivent pas vous agiter comme ça. Vous êtes en train de rallonger l'émission. Si vous voulez parler du débat sur le bilan, je suis très disposé. Vous allez revenir. Allez-y. Même quand je vous dis, vous allez revenir pour ces bilans-là. Vous avez vu l'université d'Mboujima ici. Comment vous pouvez singulariser une action isolée à un bilan au niveau national? S'il vous plaît, je vous parle du bilan parce que la RDC n'est pas l'Mboujima, monsieur. Je vous parle du bilan partiellement. Si nous devons faire une émission sur le bilan, nous allons en parler. Parce qu'il a parlé de la paiement. Je reprends d'abord la parole. S'il vous plaît, je reprends la parole parce qu'on est vraiment arrivé à la fin de l'émission. Je vous donne 30 secondes, mais vraiment très rapidement. Ma conclusion est concluez et répondez à la question de pourquoi les 30 secondes pour la conclusion. J'aurai aussi. Oui, je n'ai même pas fini mes 5 minutes, monsieur. Allez-y. C'est injuste. En 30 secondes. Je n'ai même pas fini mes 5 minutes. Si, c'est fini. Non, vous en avez fait 7 minutes. En fait, c'est une opposition qui n'a pas suffisamment de mots. Vous en avez fait 7 minutes. Dans ce cas-là, je comprends. Non, allez-y. J'étais en train de dire que si mon frère Didier se sous-estime, moi je ne me sous-estime pas, vous ne vous sous-estimez pas, les Congolais ne se sous-estiment pas. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas le seul intelligent de ce pays. S'il est le seul intelligent à lui de pèse, ça les concerne. Mais ce pays appartient au souverain primaire qui est le peuple. Et le peuple a déjà décidé par référendum que personne ne peut aller au-delà de 2 mandats parlant de l'exercice du pouvoir comme président de la République. Et donc en 2028, les gens de l'IDP doivent s'apprêter à la réalité électorale. Si Tshisekedi ne sera pas, comme il ne sera pas candidat, il doit préparer, si ça va être Kabouya qui le prépare. En même temps, en concluant par rapport au dialogue, allez-y. 1795, l'abbé Monseigneur C.S. disait que la réalité relative à la gouvernance despotique voudrait qu'en temps de crise, n'est-ce pas, que l'Église intervienne de manière à rassembler les uns et les autres pour redéfinir la philosophie de la nation. En ce moment périlleux, en ce moment où le pays, n'est-ce pas, est devant un guet-apens de la balkanisation, nous devons réfléchir ensemble avec le Congolais, les sachants, les savants, pour redéfinir qu'est-ce que c'est que notre État est devenu et comment nous pouvons faire pour éviter ces chaos. Parce que ce que nous avons peur, ce n'est pas la balkanisation, mais l'implosion, comme le disait le professeur Naïwel. En réalité, si vous observez ce qui se passe à l'est du pays, ces gens qui ont choisi de prendre les armes, n'est-ce pas, se stabilisent déjà après plus d'1 année.
Vous comprenez? Plus de 2 ans même, s'il faut le dire, ou 3 ans déjà. Parce qu'il faut commencer à compter depuis 2022. Mais en même temps, ils réunissent presque tous les éléments en droit, en droit international qui, n'est-ce pas, définissent des États. Hein, n'est-ce pas? Les éléments, n'est-ce pas, constituant des États. Plus de 30 secondes. Ces éléments-là, c'est entre autres l'armée, les services, le peuple, et tout ce que vous voulez, sauf la monnaie aujourd'hui qui n'est pas encore frappée. Merci. Mais pour éviter que le pays sombre dans ces chaos-là, c'est comme ça qu'un dialogue est nécessaire à ce jour. Merci. Et c'est un must parce que ceux qui sont au pouvoir ne savent pas trouver la solution à cela. Parce qu'en outre aussi, si Tshisekedi pouvait décider de, n'est-ce pas, éliminer la menace, mater la sécurité partout dans le pays, on ne parlerait pas de dialogue, on le laisserait gouverner jusqu'à fin 2028 pour lui chasser. Merci beaucoup. Voilà. Merci. 30 secondes. Vraiment, je vous fais confiance en 30 secondes. En une seule phrase, conclue parce que nous, on a largement dépassé. Nous pensons que Félix Tshisekedi est notre joker. Voilà pourquoi nous voulons encore de lui et nous disons... Il laissera plus la calmez-vous. Vous avez pourquoi? S'il vous plaît. Pourquoi? Moi, je vais vous parler de fait. Parce que depuis 2019, nous avons eu la gratuité de l'enseignement. Mais le pays est le plus pauvre, monsieur. Souffrez. Le pays est le plus pauvre de la planète aujourd'hui. Parce que Tshisekedi nous a envoyé un programme fabuleux. Quel programme nous a rendu plus pauvres? Les 145 territoires. Quel programme fabuleux? Parce que Félix Tshisekedi a construit les universités. Nous voulons la population de choisir et de dire encore Tshisekedi pour une nouvelle constitution, mais pour une nouvelle direction. Parce que Tshisekedi a fini la guerre, nous a parlé un accord de paix aujourd'hui, l'émission est une coopération. Vous savez, vous parlez quand je parle, calmez-vous, calmez-vous.